la une de cette édition de l'actualité, la première session du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Au menu de la rencontre, l'adoption d'une stratégie électorale pour les scrutins à venir. Les cadres du parti au pouvoir annoncent un congrès extraordinaire pour bientôt en vue de désigner le candidat du MPP à la présidentielle du 22 novembre 2020. Ouverture de la session à suivre dans quelques instants. Un marché de fruits qui se fait attendre à Orodara, considéré comme le verger du Burkina Faso. L'infrastructure marchande annoncée depuis 2012 a tout d'une arlésienne et l'on se demande bien pourquoi. La réponse à suivre dans ce journal. Coronavirus, l'épidémie continue de se propager hors de la Chine. Les cas de contamination sont enregistrés dans plus de 30 pays et territoires. L'épidémie a fait plus de 700 décès en Chine et partout les mesures de confinement restent très strictes. On voit cela en fin d'édition. Bonsoir, merci de suivre les actualités dans cette édition et je vous présente nos sincères excuses pour les désagréments causés par le démarrage difficile de ce journal. Sachez donc que le président du Faso est à Addis Abeba où il prend part à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient les 9 et 10 février prochains. Une session qui a pour thème faire taire les armes, créer les conditions propices au développement en Afrique. Et aussitôt arrivé ce matin donc dans la capitale éthiopienne que le chef de l'État burkinabé participe à une rencontre du G5 Sahel convoquée par la Commission Sécurité et Paix de l'Union africaine. Les dirigeants africains ont mandat de proposer des solutions idoines pour une sortie de crise en Libye et pour la paix dans la région du Sahel. La rencontre s'est tenue à huis clos. Nous verrons des détails sur toutes ces actualités dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, le prochain congrès du parti au pouvoir se tiendra début mars 2020. Il est également prévu entre-temps un congrès extraordinaire pour désigner le candidat du mouvement du peuple pour le progrès aux élections présidentielles de novembre 2020. Réuni ce matin à Ouagadougou pour la toute première session de l'année 2020, le Bureau politique national du MPP va adopter la stratégie électorale en vue des scrutins à venir. C'est l'occasion pour les cadres du parti de clarifier une rumeur concernant donc le président de l'Assemblée nationale à qui l'on attribue un désir de créer son propre parti. Alassane Bala Sakandé se veut on ne peut plus catégorique. Il est et demeure MPP. On voit tout cela avec Alidou Badini et Draman Guéné. C'est une session de la haute direction du MPP, le bureau politique national. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des élus. Le bureau politique national est suffisamment représenté. Toutes les 45 provinces ont répondu à l'appel. Au bout des travaux, une stratégie électorale est adoptée pour entamer la présidentielle et les législatives. Stratégie encore restée secrète. Nous venons d'avoir un feu vert. La stratégie électorale vient d'être adoptée par le Bureau politique national à cette session de première de l'année. Et nous savons ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Une session qui aura le mérite de lever tout équivoque au sein du parti au pouvoir. Alassane Bala Sakandé, accusé à tort ou à raison de vouloir créer son parti, clarifie sa position. Le président de l'Assemblée nationale parle d'une rumeur malveillante qui ne saurait le divertir. Le parti s'en félicite. Le camarade Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, a réaffirmé de façon claire et limpide le fait qu'il s'adonne à réunir de toutes ses forces les moyens nécessaires pour faire en sorte que le MPP, qui est son parti, soit gagnant, sorte victorieux du combat que nous engageons. Donc ça balaye du coup toutes les suspicions, toutes les rumeurs que vous entendez circuler, qu'il est à la base de ceci et cela. En tout cas, il a été très clair aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui s'est exprimé et nous le croyons. L'Assemblée a retenu les dates du 6 et 7 mars prochain pour la tenue du congrès du parti. Le bureau actuel est en fin de mandat à cette date. Un congrès extraordinaire est aussi envisagé qui va désigner le candidat du MPP à la présidentielle de novembre prochain.
Et pour l'enrôlement des électeurs, la CNIB est un document indispensable, d'où cette opération de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé au profit des populations du secteur 24 de Ouagadougou, entièrement subventionnée par le député Abdoulaye Mossé. 500 CNIB seront délivrés à cette occasion dans ce secteur. Un geste de solidarité citoyenne, soutient le donateur. Reportage Souleymane Sanou, Zoubaviel David Dabiri. Dans les locaux de cette école de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, c'est avec attention que le jeune Gaëtan écoute les agents de l'ONU expliquer les procédés de remplissage des fiches pour l'obtention de la CNIB. Pour la première fois de sa vie, il aura le précieux sésame. Il n'y avait pas l'occasion de faire quoi. J'ai eu l'occasion pour faire. Puis surtout, je me sortir de mon quoi. Si la pièce est moi, je peux sortir maintenant sans souci. Et comme Gaëtan, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération d'enrôlement. 500 cartes nationales d'identité burkinabé seront délivrées entièrement subventionnées. Les agents de l'ONU sont donc obligés de placer des critères de sélection des bénéficiaires. Pour le moment, c'est organisé, on priorise les vieilles personnes qui sont dans les rangs. Mais en réalité, il y a des organisateurs qui sont là, qui nous ont demandé de venir les aider avec leurs fidèles. Donc, si au-delà des 500, ils veulent qu'on continue et que le temps nous permet, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Le donateur, Abdoulaye Mossé, inscrit son geste dans un cadre citoyen et de solidarité. Interrogé sur l'opportunité de cette action en cette année électorale, l'élu national se veut on ne peut plus clair. Oui, je pense qu'il peut y avoir une coïncidence, mais chacun tire son épingle du jeu. J'ai bel et bien dit qu'il y a 10 ans de cela, vous allez constater qu'il y a plus de pièces qui prennent fin en 2020 par rapport à l'ensemble des fabrications des pièces au niveau de l'ONU. Vous pouvez vérifier, c'est un constat. Il y a 10 ans de cela, les pièces ont commencé et c'est cette année qu'on constate aussi. Mais je pense que ça ne va pas être la fin et j'ai invité tous ceux qui peuvent le faire mieux que moi à le faire également. Même s'ils vont le faire dans le sens politique, je pense que la population puisse bénéficier de ce sésame-là. Au total, ce sont 1400 cartes nationales d'identité burkinabé prises en charge par le député Mossé dans les secteurs 21, 22 et 23 de la ville de Ouagadougou. Coût global, 1,4 million de francs CFA. À Dori, confronté donc au flux massif de déplacés internes, on a besoin d'améliorer les capacités d'accueil et de vie de ces populations à travers le projet d'urgence de renforcement de la cohésion sociale, donc par la réhabilitation d'infrastructures scolaires, sanitaires et sociales. La ville veut se doter davantage d'infrastructures pour améliorer le cadre social. Le projet d'un montant de 500 millions de francs CFA est lancé à Dori en présence de Hamza Ganame et Lazare Sanou. C'est le gouverneur de la région du Sahel qui a procédé au lancement du projet d'urgence de renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de Dori. Une initiative de l'association A2N avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Il y a aussi des actions de renforcement de la cohésion sociale. Il y a aussi la mise en place d'un service foncier rural au niveau de la commune. Par la mise en place, le service est déjà là, mais l'opérationnalisation de tout ce qui concerne le service foncier rural. On va travailler à mettre en place toutes les commissions foncières villageoises et toutes les commissions de conciliation foncière villageoise pour pouvoir, je dirais, organiser toute la dynamique qu'il y a autour du foncier social, du foncier rural, parce qu'il y a, comme on le sait, la cohésion sociale. On parle de renforcement de la cohésion sociale. Avec les déplacés internes des localités environnantes, le besoin en infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Dori se faisait déjà sentir.
C'est un projet qui est très important pour toutes les communes. C'est vrai que essentiellement les infrastructures sont réalisées dans 11 villages, mais c'est toute la commune qui en bénéficie, c'est toutes les populations qui vont en bénéficier. Donc nous avons beaucoup d'ambition vis-à-vis de ce projet et on espère qu'à travers sa réalisation, on pourra servir davantage à stabiliser et à renforcer les capacités de résilience des populations, de l'administration locale, pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins des populations. Le coût total des infrastructures et toutes les autres activités s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Les populations ont été invitées à en faire un bon usage. 2020, année électorale au Burkina Faso, et dans un contexte sécuritaire encore plus difficile pour le pays, sera une année de tous les défis pour le Conseil supérieur de la communication qui souhaite alors accorder les violons avec ses partenaires dans le traitement de l'information. La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au sein de l'institution ce 7 février est l'occasion pour les responsables du CSC de féliciter les organisations professionnelles des médias et les agences de communication pour le professionnalisme dans le travail. Et ensemble, de nouveaux engagements sont pris pour relever les futurs défis. Reportage Idrissa Warga, ici à Kanana. Le monde de la presse et de la communication présente ses vœux de nouvel an au Collège des conseillers et au président du Conseil supérieur de la communication. Les actions de l'instance de régulation de la communication ont été globalement positives en 2019 selon le président du CSC et l'année 2020 se présente comme l'année des défis. Défis électoraux mais aussi sécuritaires. Le rôle que doit jouer la communication est indéniable pour la réussite des scrutins et pour la préservation de la paix sociale. Je vous exhorte une fois de plus à assurer ce rôle avec professionnalisme le moment venu, vos missions d'information et de sensibilisation, comme vous l'avez su toujours le faire lors des scrutins précédents. Pour notre part, nous poursuivrons le plaidoyer auprès du gouvernement pour assurer les meilleures conditions de travail et surtout un environnement viable pour les entreprises de presse et de communication prospères. Tout en saluant l'esprit insufflé par la nouvelle équipe du CSC, les représentants des hommes de médias et de la communication invitent par ailleurs l'État à se pencher sur les mesures d'accompagnement de la presse, surtout avec l'avènement de la TNT, la télévision numérique de terre. L'information au public est un devoir constitutionnel de l'État. Et que par conséquent, si celui-ci souhaite que ces populations soient véritablement informées, il ne doit pas ergoter sur les mesures d'accompagnement qui, tout en étant des droits, sont négociés malheureusement sans succès par le monde professionnel concessionnaire de ces services publics. Tout en souhaitant ses vœux de santé, de prospérité au personnel et aux structures partenaires, le président du Conseil supérieur de la communication rend hommage aux aînés appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Hommage au Larlé Naba Tigré et à Adiama Mounata Velreda, élus personnalité de l'année 2019 par les personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Des personnalités à qui les personnes handicapées ont choisi de rendre hommage donc pour avoir œuvré pour leur bien-être tout au long de l'année écoulée. La cérémonie de distinction première du genre est organisée par le mouvement burkinabé pour l'inclusion porté par Ali Ponré Ier, les temps forts de la cérémonie avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. Le Lalé Naba Tigré et Adiama Mounata Velreda, les deux personnalités de l'année du mouvement burkinabé pour l'inclusion. Selon ses membres, ils ont beaucoup soutenu les personnes vivant avec un handicap au cours de l'année 2019. D'où cette cérémonie pour leur témoigner leur gratitude. Nous avons connu des périodes de soudure. Et quand c'est difficile pour les personnes valides, c'est doublement difficile pour les personnes dites invalides. Donc ces deux personnalités-là, en tout cas, sont venues au cours de l'année en soutien avec des vivres, avec de l'argent en espèces, avec également, je parlerai de Sa Majesté le Lalé Naba, qui a donné aussi du travail aux personnes handicapées. Le mot me manque en tout cas pour reconnaître l'engagement solidaire de ces deux personnalités-là au cours de l'année 2019. Une initiative saluée par les récipiendaires qui s'engagent ici à œuvrer davantage pour le bien-être et la promotion des personnes vivant avec un handicap. J'ai un sentiment d'émotion parce que les handicapés du Burkina, à travers Ali Ponré,
ont donné une leçon de morale à tout le monde, parce que la reconnaissance fait partie des valeurs traditionnelles des pères fondateurs de notre société. C'est vrai que notre contribution est infime par rapport à leurs attentes, mais nous, on prend l'engagement à partir d'aujourd'hui que plus que jamais, nous serons en tout cas à côté de ces frères et sœurs qui ont des handicaps qui ne leur permettent pas d'aller plus fort dans le travail, mais qui essaient toujours d'apporter leur modeste contribution. Une bonne nouvelle pour ces personnes qui n'entendent pas rester en marge des chantiers de développement du Burkina Faso. Parlons agriculture à présent et nous allons d'abord dans la région du Nord où les producteurs maraîchers bénéficient de nouvelles technologies pour la gestion rationnelle des eaux d'irrigation. Un accompagnement à mettre au compte de l'association professionnelle des maraîchers du Yatenga en consortium avec le projet Drop for Crops et 4 autres structures. Les promoteurs visitent les champs-écoles pour constater les résultats sur le terrain. Visite suivie par Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadougou. La mini volonta, la grande volonta, le sunlight et la pompe immergée sont entre autres nouvelles technologies pour assurer une gestion rationnelle des eaux d'irrigation visitées par l'association professionnelle des maraîchers d'Yatenga, ASPEMI. Les gouttes à gouttes, les mini-pivots et les bandes d'aspersion sont les moyens d'irrigation qui accompagnent ces nouvelles technologies vulgarisées par le projet Drop for Crops. De par le passé, vous n'êtes pas sans ignorer que la production maraîchère qui demande beaucoup d'eau n'avait pas de nouvelles technologies qui puissent quand même économiser l'eau dans sa production. C'est pour cela que de plus en plus avec ce projet, nous voulons abandonner les anciennes pratiques afin maintenant de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir produire à quantité et avec peu d'eau. Cette visite a permis à l'ASPEMI et ses partenaires de faire un constat sur le fonctionnement des technologies et aussi d'échanger avec les producteurs dans les champs-écoles. Pour les producteurs, ces techniques de production sont à promouvoir pour faire du secteur agricole un véritable levier de l'économie. Après avoir approché les différents bailleurs, les différents partenaires, nous avons pensé qu'il serait intéressant de trouver des technologies qui permettraient d'utiliser le moins possible d'eau et pour avoir des bons rendements. C'est ce qui explique la mise en place des différents champs de mots, des champs de démonstration avec ces nouvelles technologies. Et nous avons organisé cette tournée pour que les producteurs puissent voir, toucher du doigt les réalités justement de ces technologies-là. La nouvelle technologie elle est très importante et je demande à toute la population qui aimerait faire la culture maraîchère, en tout cas d'en prendre le pas. Ces technologies fonctionnent à base de l'énergie solaire. Leur mise en œuvre et leur vulgarisation sont financées par le gouvernement néerlandais. À Orodara, c'est un constat qui étonne plus d'un. Le verger du Burkina Faso ne dispose pas de marché de fruits. Aussi paradoxal que cela puisse être, la ville attend toujours l'infrastructure marchande dont la réalisation est annoncée depuis 2012. Plus de 400 millions de francs CFA ont même été décaissés par le PAFASP pour la construction du marché. Mais sur place, le temps s'est arrêté à un moment donné et depuis, plus rien. Alors, que se passe-t-il exactement? La réponse avec Martin Zerbo et Karim Sissé. Marché de fruits de Orodara, un marché dont les travaux de construction ont débuté en 2012. 8 ans après le démarrage des travaux, le projet n'est toujours pas achevé. Et pourtant, le lancement de ce projet dans la cité du verger de Burkina avait suscité de l'espoir chez les populations avec à sa tête les acteurs de la filière manga. Il devrait servir de comptoir pour la vente des fruits. Mais au fil des années, la source de l'espoir a tari. Quand le projet se mettait en place, il faut dire que la mangue à bord-champ se vendait 2 à 5 francs. Ça veut dire que là encore, vous ne pouvez même pas vendre 30% de votre production. Parce qu'il y avait non seulement les problèmes d'accessibilité au niveau des champs, il y avait le marché qui était saturé. Donc on s'est dit que voilà enfin la solution à la filière mangue. Mais malheureusement, on a vite déchanté. Vous savez que Orodara est connu sous son caractère fruitier, c'est le bassin fruitier du Burkina, parce qu'à Orodara, on produit beaucoup d'agrumes, on produit beaucoup de mangue, et donc ce marché-là devait être un catalyseur
pour vraiment donner un dynamisme à la ville de Orodara. Le marché de fruits de Orodara, selon Hervé Konaté, a été porté par le PAFASP. La municipalité de Orodara n'a pas été associée au projet. Et ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Le projet a vu l'intervention de différents entrepreneurs, mais jusque-là, pas d'avancée notoire. Il y avait une femme entrepreneur qui faisait le marché, finalement qui a disparu, on ne sait même pas où, puisque les projets là viennent, les marchés là viennent nous trouver comme ça. Si ça disparaît, on ne sait pas qui demandait. Le marché a été conduit par le PAFASP. Et donc, je suis allé à Ouaga rencontrer le coordinateur du PAFASP pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce marché en souffrance. Il m'a fait comprendre effectivement qu'il y avait des difficultés puisque 3 entreprises se sont succédées sur ce marché. Et moi, ce qui me contrarie fortement, c'est que en matière de marché public, il y a des règles élémentaires qui n'ont pas été respectées. Parce que pour moi, pour soumission à un marché, il y a une caution de soumission. Et pour pouvoir décaisser une avance, il y a la caution d'avance de démarrage. Et aujourd'hui, si le marché avait été bien suivi, on pouvait faire appel à caution et donc la banque allait rembourser le PAFASP et on allait en tout cas essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir sauver ce marché. Cette situation mi-figue, mi-raisin est une véritable perte non seulement pour la commune, mais également pour les acteurs de la filière des fruits. Je vous dis qu'il y a 400 millions qui ont été injectés sur ce marché. À l'étape actuelle, il y a un vrai problème. Donc il faut que les responsables soient situés et il faut que, n'est-ce pas, ce marché-là puisse voir le jour parce que pour nous, on veut organiser la filière des agrumes et la filière de mangue. C'est des recettes qui sont en train de perdre comme ça. Ça veut dire que si c'était fonctionnel, ça veut dire qu'il y a des taxes qu'on pouvait prélever ici, que ce soit les taxes de stationnement pour les véhicules qui allaient venir chercher les fruits, que ce soit ceux qui allaient louer ces hangars, que ce soit ceux qui allaient commercialiser les mangues. Chacun allait contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la commune et de partant de la nation tout entière. Au stade actuel du projet, les bénéficiaires ont les yeux rivés sur d'autres partenaires ou sur l'État. Pour eux, si personne ne leur vient en aide, il sera difficile que ce projet puisse un jour se réaliser. La preuve, ce qui a déjà été réalisé comme ouvrage est en train de se dégrader petit à petit. Des centaines de millions de francs CFA abandonnés dans la nature. D'une collectivité à une autre, plus d'1 milliard de francs CFA pour améliorer les conditions sociales de plus de 50 000 habitants. Ces chiffres nous viennent du conseil municipal de Arbolé qui fait le bilan de ses réalisations dans la commune sous son mandat depuis 2016. Les détails sont donnés ce mercredi lors du forum de redevabilité suivi pour nous par Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Fatimata est habitante de Arbolé, commune rurale située à 5 km de Ouagoubia. Comme à son habitude, ce mercredi matin, elle est sortie vendre des lianes locales. Il est 8 heures. Dans une heure, elle va suivre le bilan du conseil municipal après 3 ans et demi de mandat. Mais avant, elle est reconnaissante à la mairie pour l'allègement de la corvée d'eau. Désormais, nous avons accès facilement à l'eau. Je peux envoyer un enfant ou aller moi-même puiser rapidement et vaquer à mes occupations. Tout comme Fatimata, Jonas, enseignant de son état, salue des réalisations dans le domaine de l'éducation. Il y a le lycée communal de Arbolé qui a été construit. Il y a le CG de Mia. Et il y a des écoles primaires, notamment à Boulcon, Kaba et dans d'autres localités. Le conseil municipal, lui, explique son bilan ici devant les populations de Arbolé. Année par année, le maire de la commune dénombre les faits. Nous avons 3 ans et demi d'exercice. Nous sommes à 1,7 milliard et quelques millions d'investis dans le domaine de l'éducation, l'agriculture et du secteur eau. Parmi les bailleurs de fonds présents à cette cérémonie, la coopération suisse, principal partenaire de la commune de Arbolé. Nous avons apprécié positivement ce que nous avons pu voir comme réalisation et nous voyons que oui, la commune fait des efforts et mobilise aussi ses ressources propres. Malgré les acquis, enregistrés en 3 années d'exercice, les 50 000 habitants de Arbolé attendent encore plus.
et le conseil municipal, composé du CDP, de l'UNURPS et du MPP, promet de redoubler d'efforts. C'est une promesse faite par le Larlé Nawatigré aux populations de Bogoya dans le nord et qui est désormais une réalité. La mosquée de vendredi est le fruit de la solidarité entre le chef coutumier et ses partenaires. Le lieu de culte est inauguré en présence du président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie. Reportage Irénée Kabouré, Karim Bikenga. Ce vieux bâtiment en banco, c'est la mosquée ici à Mordo depuis plusieurs années. Ce vendredi à l'heure de la prière, Hussein fait ses ablutions. Pas pour prier ici, mais plutôt dans cet édifice. Une nouvelle mosquée au bonheur des fidèles musulmans. L'ancienne mosquée ne contient plus les fidèles. Avec cette nouvelle mosquée, nous serons à l'aise. Le feu vert pour les prières dans ce lieu de culte est ainsi donné. Quelques coups de ciseaux, puis la première prière de vendredi. Juste après, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie, rappelle la raison d'être de la mosquée. Ces lieux où les uns et les autres se retrouvent doivent être un lieu où on doit plus parler de paix, de cohésion, faire en sorte que les Burkinabés puissent continuer à vivre ensemble comme de par le passé. Cette nouvelle mosquée est aussi appelée mosquée de Nabakiba, en référence au roi du Yatenga. C'est lui qui l'a demandé au Larlé Naba. Je prie que la paix demeure, pour qu'il en fasse bon usage. Sans la paix, on ne peut rien. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nos attentes premières, c'est la paix. Et vraiment, à travers cette mosquée, je souhaite que la paix devienne encore plus grande. 15 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ce joyau. Et c'est avec un financement de l'Association pour la bienveillance humanitaire, ABH. L'association a vu le jour en juillet 2012. Sa mission, soulager les couches défavorisées de la société burkinabé. Rendre hommage aux travailleurs de la Poste Burkina Faso appelés à faire valoir leur droit à la retraite en 2019 et leur témoigner reconnaissance pour services rendus à la nation et à la Poste. C'est tout le sens de la cérémonie de revoir organisée à l'intention de ces jeunes retraités. Reportage Rasmane Zoundi, Maxime Zongo. C'est une cérémonie d'hommage aux agents de la Poste Burkina Faso admis à la retraite en 2019. Une occasion mise à profit par la Poste Burkina Faso pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à ces hommes et à ces femmes qui ont consacré leur vie professionnelle au service de la nation burkinabé. Nous avons décidé donc cette année d'organiser cette soirée pour magnifier ces personnes-là, pour leur dire un grand merci pour le sacrifice, tous les efforts qu'ils ont faits pour nous permettre aujourd'hui d'avoir un héritage que nous essayons certainement d'apporter de la pierre donc, à la pierre au profit donc, du développement du Burkina Faso. Et aux retraités de se réjouir de la tenue de cette cérémonie qui représente pour eux une occasion de retour sur un parcours professionnel, certes parsemé d'embûches, mais riche en émotions et en enseignements. Ils ont également saisi l'opportunité pour encourager et exhorter la jeune génération à plus d'ardeur et de rigueur au travail. Ça vous conduit à un regard rétrospectif sur un parcours. C'est pas du tout évident. C'est un parcours de combattants, c'est des épreuves auxquelles ils se sont trouvés confrontés. Et on rend grâce à Dieu quand on parvient après 40 ans, parce que nous on a commencé à travailler très jeune avant d'aller à l'université. C'était pas du tout évident. Donc on parvient à 40 ans de service, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Ce sont au total 20 agents avec une ancienneté comprise entre 22 et 41 ans qui ont été honorés ce vendredi 7 février par la Poste Burkina Faso. Et nous remettons le cap à Addis Abeba où le président du Faso prend part à la 33e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine qui se tient les 9 et 10 février. Le sommet s'ouvre demain donc, mais aujourd'hui même, le président du Faso a participé à une rencontre du G5 Sahel convoquée par la Commission Sécurité et Paix de l'UA. Les dirigeants africains ont mandat donc de proposer des solutions idoines pour une sortie de crise en Libye et pour la paix dans la région du Sahel. Nous écoutons Rochmar Christian Kaboré à l'issue de la réunion qui s'est déroulée à huis clos. Nous avons dit
que le combat contre le terrorisme est un phénomène, comme je dirais, international. Et qu'il fallait qu'il y ait une solidarité plus rapprochée, aussi bien sous-régionale, régionale qu'internationale. Au niveau sous-régional, la CEDEAO a déjà pris un certain nombre d'engagements dans la lutte contre le terrorisme, en prévoyant un financement d'1 milliard par les États de dollars et 1,3 milliard qui sont des financements recherchés dans le cadre d'engagements qui sont beaucoup plus économiques, qui sont beaucoup plus préventifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'Union africaine, il y a des soutiens qui sont certainement politiques pour le moment, mais nous pensons qu'il faut franchir ce Rubicon maintenant. L'heure n'est pas simplement à faire des déclarations d'appui, de considération de lutte contre le terrorisme, mais il faut quitter les sentiers battus pour que nous puissions vraiment montrer la solidarité, aussi bien financière que dans l'action de la lutte contre le terrorisme. Et au plan international, comme vous le savez, la dernière réunion de Pau a été l'occasion de créer cette coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Et cette coalition dans laquelle les pays de Sahel ont laissé la porte ouverte à tous ceux qui veulent participer, aussi bien, je dirais, dans la lutte contre le terrorisme militairement que économiquement en termes d'amélioration des conditions, et nous avons estimé qu'il était important que ces conclusions-là également soient endossées par l'Union africaine et pour que ça ait beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'éléments d'entrée au niveau international. Donc voilà un peu les questions qui ont été l'objet de nos discussions. Propos recueillis par Olo Poda. À l'international, l'épidémie du coronavirus qui continue de se propager. Une trentaine de pays enregistrent des cas de contamination et en Chine, l'épidémie a fait plus de 700 morts. Du coup, les mesures de confinement et de quarantaine restent strictes, donnent quelques résultats qui vont satisfaire donc l'Organisation mondiale de la santé qui affiche tout de même une certaine prudence. Depuis plus d'une semaine, rares sont les habitants de Shanghai qui osent mettre le nez dehors, comme dans de nombreuses villes chinoises d'ailleurs. L'épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 720 morts dans le pays. Partout, les mesures de confinement restent très strictes. Des dizaines de millions de Chinois restent calfeutrés chez eux. De nombreux autres pays musclent leurs mesures restrictives à l'encontre des personnes en provenance de Chine et déconseillent les voyages dans ce pays. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leur vol vers la Chine continentale. Si l'Organisation mondiale de la santé a rapporté une baisse des infections en Chine au cours des 2 derniers jours, l'organisation dit vouloir rester prudente face à des chiffres qui fluctuent quotidiennement. Car outre la Chine, l'épidémie continue de se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays. Des produits frais et du matériel médical ont été acheminés dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, où de nombreux endroits ont été fermés pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Les États-Unis ont aussi envoyé à la Chine plus de 17 tonnes de fournitures médicales, parmi lesquelles des masques et d'autres équipements de protection sanitaire. Les États-Unis qui ont tenu à montrer leur implication dans la lutte contre le coronavirus ce vendredi, annonçant avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés. Parallèlement, plusieurs pays poursuivent l'évacuation de leurs citoyens de Wuhan. 213 Canadiens sont arrivés en avion sur une base militaire de l'Ontario où ils resteront isolés 2 semaines. Voilà, c'est la fin des actualités dans cette édition que nous avons du mal à démarrer, mais que nous avons conduit à bon port. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de Burkina.